À la tombée du jour s'installa une obscurité moins profonde que les nuits précédentes, où l'on n'y voyait rien du tout. Il pouvait parfois discerner le contour des choses à présent. Ou tout du moins parvint-il à s'en convaincre. Leur marche était plus aisée à présent. Katik laissant aller ses jambes devant lui en suivant la pente d'une vallée à l'autre. Difficile de dire à quel moment il s'assoupit, à quel moment son rêve commença. Il se souvint avoir observé les silhouettes vagues de la nuit et s'être laissé bercer par le cahotement de la foulée de Katik, attentif à l'intensité du silence. L'instant d'après, il sombrait dans le sommeil. Il rêva qu'il était de nouveau dans un habitacle de stockage, pas encore stocké, mais en voie de l'être. Le couvercle du réservoir était clos. Il était séquestré. La vitre était transparente, pas encore couverte de givre. De l'autre côté se tenait un technicien aux commandes d'un appareil, tirant un levier ou ajustant un curseur, comme s'il mixait un morceau de musique. Il examinait Orcaille, attendant que quelque chose se passe. Orcaille, ne sachant quoi faire d'autre, leva finalement un pouce en l'air, et le technicien opina de la tête et sourit. Il appuya sur un bouton, et le processus de stockage commença. Dans son rêve, il savait que ses pieds seraient la première chose qu'il ne sentirait plus. Les orteils d'abord, puis le reste. Bien qu'il ait entendu dire que c'étaient les mains dont la sensation disparaissait d'abord. L'engourdissement gagna ensuite ses doigts, puis ses mains, puis ses jambes, puis ses bras, convergeant lentement vers le centre de son corps. La tête et la poitrine étaient toujours les dernières, mais bien qu'évidemment il ne le sentirait pas. Avant que son cœur ne soit stocké, on lui aura injecté un produit qui l'arrêtera. La tête était toujours congelée juste après, presque aussitôt, de manière à minimiser les dommages au cerveau. Tout se déroulait comme prévu. Rien n'achoppa, pas durant le stockage en tout cas. Mais à l'extérieur, quelque chose se passait. Le technicien n'était plus là, avait tout simplement disparu. À sa place se tenaient Rasmus et les jumeaux, Olaf et Oleg, ainsi qu'une autre personne, chauve et glabre, de dos. « Je me vois moi-même » pensa-t-il un instant, avant d'être saisi de doute et de se demander « Est-ce bien moi ?» Alors qu'il observait la scène, nourrissant l'espoir que l'homme se retourne et révèle son visage, il vit Rasmus faire un geste que les jumeaux comprirent immédiatement. Ils s'emparèrent chacun d'un bras de l'homme et les maintinrent serrés contre ses flancs. À travers la vitre, Orcaille entendait le son étouffé de ses protestations, bien qu'il ne puisse pas distinguer ses mots exacts. L'homme se débattit un peu, mais les jumeaux empêchaient ses membres de bouger. Soudain Rasmus leva la main, et Orcaille vit qu'il tenait un long couteau, très acéré. Il dut émettre un son malgré lui, car les jumeaux tournèrent la tête vers son réservoir une fraction de seconde, dont l'homme profita pour essayer de s'échapper. Et effectivement, il parvint à se dégager de l'emprise d'un des jumeaux, et allait presque se libérer de l'autre, quand Rasmus plongea le couteau dans sa poitrine. Orcaille vit le couteau émerger, puis s'abattre une nouvelle fois. L'homme hurla et s'affaissa momentanément hors de son champ de vision. Puis il était de nouveau debout, luttait et se tournait à moitié alors que le couteau s'abattait encore une fois, puis une autre. Seulement alors, tandis que l'homme se dégageait un peu plus de la prise des jumeaux à mesure qu'il perdait connaissance, à moins qu'il ne soit en fait déjà mort, sa tête bascula-t-elle dans la bonne direction, et son corps se tourna-t-il assez pour que Orcaille l'aperçoive pleinement. Mais ce qu'il découvrit démentit son attente. Plutôt que de voir son propre visage ensanglanté se tourner vers lui, c'était celui de Manori. Et alors qu'il fixait le gardien, convaincu qu'il était mort, celui-ci cligna soudain des yeux. La poitrine dégoulinante de sang, il fit face au réservoir de Orcaille, le visage tordu, dans un rictus angoissant. Il se réveilla en proie à la sensation de chuter, et eut tout juste le temps de se rendre compte qu'il chutait en effet. L'impact fut si violent qu'il en perdit le souffle. Il avait dû s'évanouir quelques instants, peut-être plus longtemps. Quand il reprit conscience, ce fut pour se retrouver plongé dans les ténèbres,
en compagnie d'un grognement. Il mit un certain temps à saisir que la personne qui grognait n'était autre que lui-même. Son sang battait fort dans la tête. Son visage était pressé contre quelque chose de poussiéreux, et il avait un goût salé et métallique dans la bouche. Son épaule lui faisait mal. Il se tourna sur le côté et plongea les yeux dans l'obscurité, essayant de se souvenir où il se trouvait. Était-il toujours en stockage? Du fait de quelque dysfonctionnement, il ne pouvait pas sentir la présence des parois du cylindre. Encore un rêve? Puis il se souvint où il était, près d'un bassin au cœur de la montagne, enfermé dans une hutte sous un homme mort. À supposer que l'homme soit effectivement mort. Il en eut la chair de poule. Où était son couteau? Il inspecta le sol alentour, ne trouva rien. Il palpa le lit de camp sur lequel il avait dormi avant que celui-ci ne soit retourné, mais ne le trouva pas. Il chercha un mur à tâtons, n'importe lequel des 3 murs de la hutte, mais ne les rencontra pas non plus. Tomba à la place sur des fragments de rochers et des gravats. Était-ce là quand il était allé se coucher? Non, vraisemblablement pas. La surface était propre alors. Manori dormait au sol et l'aurait balayé avant de s'y coucher. Il tâtonna autour de lui à la recherche de sa couverture, ou de celle qu'utilisait Manori, mais ne les trouva pas non plus. Puis finalement, à force de chercher, ses doigts frôlèrent quelque chose. Une sorte de tissu, peut-être un type de couverture. Il repassa sa main au-dessus de l'étoffe, la caressa doucement, puis appuya ses doigts plus résolument. Le tissu, en tout cas, était épais et raide, pas une couverture. La forme en était étrange d'ailleurs, et trop régulière pour suggérer un dessus de lit chiffonné. Il s'en empara plus fermement et le serra. L'étoffe contenait quelque chose, et Orkai comprit d'un coup qu'il tenait un gant. Alors qu'il en venait à cette dernière conclusion, la main dans le gant remua. Il poussa un cri qui se dégagea aussi vite qu'il le put, tâchant de s'orienter tant bien que mal dans l'obscurité. Il essaya de concilier ses impressions, de les rassembler en une même vision, mais il ne pouvait se figurer Manori portant un gant. Cette dissonance suffit à ouvrir une brèche dans sa perception, à tout remettre en question, à ralentir les battements de son cœur, à calmer sa panique. Dès lors, tout s'altéra. Aussi vite invoqué, le monde qu'il avait façonné à partir des ténèbres qui l'entouraient, la hutte, le bassin, le cadavre au sol, disparut tout bonnement, pour laisser place à l'évidence d'être en compagnie de Katik, tous deux affalés sur le sol, au milieu d'une ancienne autoroute. « Katik » appela-t-il. « Ça va ?» Il entendit de nouveau un grognement, le suivit en rampant sur les fesses jusqu'à ce qu'il retrouve la main de l'homme. À partir de là, il remonta jusqu'au bras et à la capuche. Il secoua les épaules de la mule. « Katik » répéta-t-il. « Que s'est-il passé ?» demanda Katik, la voix traînante et en bredouillant. « On est tombé. Tu as dû trébucher. » Katik toussa. « Je suis désolé, dit-il. Je suis affaibli. Pas fait assez attention. Pas assez dormi. Ni mangé. Le sang sur la visière m'empêche de voir. » « Ne t'excuse pas. » Comme Katik se taisait, il le secoua de nouveau. « Faut que je fasse une pause. J'irai mieux bientôt. » Devrait-on attendre jusqu'au matin avant de reprendre la route, quand il fera jour? Peux pas. Au matin, je serai mort. Il resta étendu quelques minutes de plus, Orkai l'ayant laissé tranquille. Finalement, il remua, un de ses bras frôlant le visage de Orkai. Il farfouilla quelque part, puis grogna, et ses mouvements cessèrent. « Combinaison déchirée, fit-il, la voix neutre et alanguie. « Où ?» demanda Orkai, qui revoyait dans son souvenir la déchirure à la manche de Katik. « Au ventre.
Quelque chose s'est enfoncé quand j'ai trébuché. Me suis blessé aussi. Je sais pas si c'est grave. Puis il se tut. Orcaille patienta, s'efforçant de distinguer sa forme dans l'obscurité, n'apercevant que les vagues soupçons de sa silhouette. Il crut s'être de nouveau endormi. Il tendit le bras et tâtonna sur la combinaison de Katik, palpa précautionneusement son ventre, sentit que le tissu ensanglanté était gluant. « T'en fais pas pour moi, si tu peux plus continuer, » dit Orcaille. « Laisse-moi juste une minute. Il me faut juste une minute. » Il s'était déjà fait à l'idée que Katik allait mourir, quand l'homme, en grognant, se redressa. Il tâtonna alentour jusqu'à ce qu'il rencontre l'épaule de Orcaille, puis s'appuya dessus pour se dresser sur ses genoux. « Est-ce grave ?» demanda Orcaille. « C'est pas la forme, » répondit Katik. « mais c'est pas ça qui va me tuer. » Il chercha à tâtons autour de lui jusqu'à toucher la main de Orcaille, et pressa un des sacs à dos contre sa paume. « Vous allez m'aider, » annonça-t-il. « Vous avez une raison d'être supplémentaire maintenant. C'est celle-ci. Il y a une fusée d'éclairage là-dedans. Trouvez-la et ouvrez-la. » Orcaille palpa les bords du sac et trouva la languette de la fermeture éclair. Il l'ouvrit d'un coup sec et y fourra la main, tripotant différentes formes, puis tomba sur un faisceau de longs tubes fins. Il en sortit un, le porta à son nez et le renifla, reconnut l'odeur d'ail du phosphore. Il caressa minutieusement la surface du tube jusqu'à localiser une encoche dans l'étui, puis le brisa au plus vite. La fusée s'embrasa immédiatement, émettant une lueur rouge aveuglante, et il la jeta rapidement un peu plus loin. « Bien, » fit Katik. « Voilà une chose de faite. » Orcaille pouvait maintenant le voir dans la lumière crue de la flamme. L'entaille dans la partie frontale de sa combinaison faisait une dizaine de centimètres. Du sang en dégoulinait et s'accumulait sans aucun doute à l'intérieur. D'une main, il tenait un fragment de métal aiguisé, peut-être un morceau de panneau signalétique couvert de sang. Il se balançait sur ses genoux, chancelant légèrement. « Il y a une ampoule de morphine et une seringue. » fit Katik. « Oui, les voilà !» Préparez la seringue et chargez-la. Faites-la passer dans l'entaille et faites-moi une injection. Quelle dose? Toute l'ampoule. Est-ce beaucoup? Oui, beaucoup. Il faudra que vous me parliez pour me tenir éveillé. Il adapta l'aiguille à la seringue. Ayant cassé l'embout de l'ampoule, il introduisit l'aiguille, pompa le liquide dans le corps de la seringue. Précautionneusement, il ouvrit les bords de la déchirure, jusqu'à ce qu'il puisse voir la chemise ensanglantée de Katik. Sans hésiter, il introduisit l'aiguille et enfonça le piston. Katik poussa un grognement et perdit un instant l'équilibre, mais ne chuta pas. « C'est bon ?» s'enquit Orcaille. « Étape suivante, » fit Katik. « Dans le sac à dos, vous trouverez un tube plastique d'enduit. » Orcaille fouilla le sac, le trouva. « Scellez la plaie avec, et ensuite la combinaison. » Orcaille retira le bouchon et introduisit le tube dans la brèche, écartant une nouvelle fois les bords de l'entaille avec ses doigts, en tournant Katik légèrement vers la fusée pour que sa lumière éclaire la plaie. Elle était large et profonde, et des fragments de métal y étaient encore enfoncés, noyés au milieu d'écoulements de sang et de fluide. Il voulut extraire les débris, mais Katik grogna et le poussa à l'épaule. « Allez-y, scellez-la » fit-il entre ses dents. Orcaille s'exécuta donc,
serrant le tube jusqu'à ce qu'une substance translucide s'en échappe et comble la plaie. La substance grésilla au contact de la peau, se connecta à celle-ci en formant une espèce de membrane foncée. Il entendit la respiration de Katik devenir plus laborieuse, tandis que les muscles autour de sa plaie se raidissaient. Il en déposa un peu plus, puis s'aperçut que la substance avait commencé à coller non seulement à la chair, mais aussi à la chemise de Katik. Il observa la plaie, jusqu'à ce qu'il soit certain que l'écoulement avait cessé, puis maintint les bords de la combinaison clos et les scella ensemble. Il laissa ses doigts trop longtemps, et dut les écorcher en essayant de les dégager. « Ça y est, dit Orcaille, c'est fait !» Bien, répondit Katik, avant d'être saisi d'un haut-le-cœur et de vomir dans sa combinaison. C'était surtout du sang. Ça brillait d'un reflet humide sur l'intérieur de sa visière en dégoulinant. Il s'aida de l'épaule de Orcaille pour garder l'équilibre. il me reste 1 heure ou 2. Dit-il, quand il vomit de nouveau. Ils se reposèrent quelques minutes de plus, puis la fusée commença à crépiter plus faiblement. En prenant appui sur Orcaille, Katik se mit sur ses pieds. Oui, Ajouta-t-il. je pense pouvoir le faire. Il tituba vers ce qui restait du garde-corps de l'autoroute, s'appuya contre, et s'agenouilla. Il va falloir grimper sur moi, Dit Katik. si vous en êtes capable. De mon côté, je devrais pouvoir me lever. Ayant passé la sangle du sac à dos à son bras, Orcaille rampa jusqu'à lui. Précautionneusement, il se hissa, jusqu'à ce qu'il soit précairement suspendu au-dessus du garde-corps, puis se laissa tomber sur le dos de Katik, embrassant son cou avec ses bras. Ses jambes pendillaient, râpaient le sol. Katik les attrapa et tira Orcaille afin qu'il le chevauche complètement. Lentement, Katik se redressa. Quand Orcaille entreprit de se hisser sur les épaules de Katik, celui-ci fit d'une voix essoufflée. « Pas sur les épaules. Je pourrais pas. Gardez les bras autour de mon cou et tenez-vous bien. » Ils avançaient lentement. À mesure qu'ils s'éloignaient des crépitements de la fusée, Katik trébuchant de temps en temps, la lueur faiblit, puis disparut tout à fait. Il ne restait de la fusée que le fantôme maigrelet de sa flamme gravé dans l'esprit de Orcaille. « Peux-tu y voir » demanda-t-il à Katik. « Un peu. » lui répondit-il. Son articulation était maintenant laborieuse. « Pas grand-chose. » ajouta-t-il. « Tu ne veux pas attendre le matin ?» Il n'y aura pas de matin. Il continua sa route, progressant lentement, marchant à tâtons quand il était dans le doute. Orcaille ne pouvait s'empêcher de songer à ce qui se passerait s'il tombait de nouveau. La prochaine fois, c'était certain, il ne se relèverait pas. Orcaille se mit à parler, d'abord juste pour encourager Katik, lui disant qu'il pouvait y arriver, mais petit à petit, il aborda d'autres sujets. Il parla des quelques souvenirs qu'il avait du collapse, en offrit les vestiges épars à Katik, lequel ne répondit rien. Il raconta ce qu'il se rappelait de la vie avant le collapse, se mit à faire le détail des animaux qui vivaient dans une ferme et de ce à quoi ils ressemblaient. Pourquoi pouvait-il se souvenir de ces choses avec autant de précision, reconstruire tant de détails de jadis, mais ne pouvait se remémorer quelle place il y tenait. Quand ce sujet fut épuisé, il se mit à chanter d'une voix rauque des chansons de son enfance qui lui revenaient en mémoire. Le fermier de la Combe fut son premier choix puisque cette chanson offrait une transition logique après son discours sur les animaux de la ferme. Puis une chanson sur un camion à ordures, suivie d'une copieuse explication sur ce qu'était un camion à ordures. Il entama une berceuse mais se ravisa. Puis, fatigué, et lui-même préoccupé, il se tut progressivement. Quand Katik chancelait ou trébuchait, Orcaille secouait son épaule, ou frappait le dessus de sa capuche, et cela le faisait se redresser un peu. Ils poursuivirent leur marche, dans l'attente que s'achève la nuit. Puis soudainement il put y voir de nouveau, l'obscurité reculant et révélant ce qui y était dissimulé. D'abord ce ne fut que la capuche de Katik devant lui,
Mais graduellement, le monde se fit de plus en plus distinct, s'élargissant alentour. « Il reste des heures avant le lever du soleil, pensa-t-il. Mais au moins l'aube arrivait. Au moins pouvait-il voir la route. Katik avait accéléré le pas juste un peu, pas trop. Il avançait droit devant lui, trébuchait légèrement, toujours en vacillant un peu, manifestement désorienté sous l'effet du sédatif. « Devrais-je te parler ?» lui demanda Orcaille, alors qu'il sentait à quel point il était lui-même fatigué. Ses yeux lui faisaient mal, comme s'ils allaient exploser. « J'ai l'impression, commença à dire Katik, de marcher. » Puis il perdit le fil de ce qu'il disait. « De marcher ?» l'encouragea Orcaille. « Sous l'eau. » conclut Katik. « Oh !» lâcha Orcaille. « As-tu besoin de faire une pause ?» Katik ne se donna pas la peine de répondre. Ils poursuivirent leur route, Katik se laissant aller dans la pente, Orcaille le secouant de temps en temps, lui parlant, l'exhortant à continuer. « Promettez-moi, implora Katik. Promettez-moi que vous irez jusqu'au bout. Promettez-moi que vous accomplirez ma raison d'être. Promettez-moi que vous chanterez aux autres ce que Kanik et moi avons fait pour eux. » « C'est d'accord, je te le promets. » « Il y a un pistolet de détresse. » dit Katik. « C'est un Molins numéro 1. Un Very Pistol. Rangé dans un étui. Dans ma combinaison. » « Compris. » Quand je serai mort, prenez-le avec les fusées. Traînez-vous aussi loin que vous le pourrez. Puis, tirez un coup. Allumez une fusée aussi, qu'ils sachent où vous trouvez. Peut-être vous verront-ils et viendront-ils vous chercher. Le soleil pointa timidement, toujours dissimulé derrière la poussière et la brume. La pente s'adoucit progressivement, s'aplanit presque. Katik n'avançait plus qu'au prix de gros efforts. Il dériva petit à petit hors de la route principale et vers la route latérale, et s'emmêla dans les restes d'une clôture de fils barbelés. Orcaille consacra toute son ingéniosité à l'en dépêtrer sans le faire tomber. Mais alors qu'ils pensaient être arrivés au bout de leur aventure, Katik se libéra dans un grognement. Et voilà qu'ils étaient de nouveau en marche, chancelant d'un pas lourd sur la route. Ils longèrent une ancienne casse, à moins que ce ne soit un endroit d'une toute autre nature qui ressemblait maintenant à une casse. Un panneau d'affichage en lambeaux, dont il ne restait pas grand-chose hormis les entretoises métalliques. Un mur en ciment, avec une fenêtre creusée au milieu, dont l'ouverture était obstruée par une grille de métal. Des montagnes de tuyaux flexibles poussiéreux. Une cabane Quonset effondrée et aplatie. « Combien de chemin nous reste-t-il » demanda Orcaille. « Beaucoup, » répondit Katik laborieusement. « Des miles et des miles. » Et en effet, ils marchèrent sur ce qui sembla des kilomètres, tandis que le soleil s'élevait au-dessus de leur tête. Orcaille s'efforçant de rester concentré, s'efforçant de maintenir Katik éveillé, de le motiver. Mais il était lui-même épuisé, dodeliné de la tête, et ses bras, fatigués de serrer le cou de Katik si longtemps, commencèrent à lâcher prise, et il s'en fallut de peu qu'il ne chute à quelques reprises. Il était affamé, assoiffé, presque jusqu'à l'urgence vitale. Il tâcha de ne pas y penser, tâcha de rester concentré et de ne pas paniquer. Ils avaient encore sans doute des kilomètres à parcourir, lorsque tout à coup, Katik fit halte. « Katik » fit Orcaille. Katik resta planté sur place, en chancelant, d'avant en arrière. Il fit un pas, puis un autre. Orcaille poussa un soupir de soulagement en constatant qu'ils avançaient de nouveau. Mais après une demi-douzaine de pas, Katik s'interrompit encore une fois.
Continue, lui enjoignit Orcaille. Ce n'est plus très loin. Tu es sur le point d'accomplir ta raison d'être. Il entendit Katik vomir une nouvelle fois dans sa combinaison, oscillant sur ses jambes et sur le point de s'effondrer. Puis les bruits de régurgitation laissèrent soudainement place à un rire grave, plaintif. Ma raison d'être, Fit-il au bord des larmes. Il fit un autre pas en avant, puis tomba sur un genou. « Lève-toi » lui ordonna Orcaille, frappant légèrement sa capuche. « Lève-toi » répéta-t-il, alors que Katik peinait, s'efforçait de pousser sur sa jambe. Il était sur le point de se relever, quand son autre jambe défaillit, et il bascula lentement, avant de s'effondrer. Orcaille tomba avec lui, le laissant absorber l'impact de leur chute, ne se dégageant de lui qu'une fois à terre. Katik était étendu sur le flanc, gesticulait, agitait les doigts, presque comme s'il tapait un texte, mais ne faisait aucun effort pour se relever. Orcaille le tourna sur son dos et se pencha sur lui. Il essaya de discerner son visage à travers la visière, mais celle-ci était trop souillée de sang pour qu'il y distingue grand-chose. C'était comme si quelqu'un y avait été assassiné, ce qui, à y réfléchir, était vrai. « Je suis désolé » dit Orcaille, qui fut surpris de constater à quel point il était sincère. Katik voulut lever les mains, mais n'y parvint pas, et les laissa retomber. Il essaya de parler, mais sa voix était trop faible pour que Orcaille l'entende. Celui-ci approcha son oreille du haut-parleur et lui demanda de répéter. « Capuche » articula Katik. « Que veut-il que je fasse de sa capuche » se demanda Orcaille, avant de piger soudainement. « Tu veux que je retire ta capuche » Comme Katik ne répondait rien, Orcaille sortit un couteau du sac à dos et se mit à découper le joint qui scellait le bord de sa capuche. Puisque Katik ne disait rien, il pensa que c'était bien ce que voulait celui-ci. Le joint se détachait avec difficulté, et il devait rouler le rabat et ouvrir les attaches. Ses doigts défirent maladroitement la capuche. L'intérieur dégageait une forte odeur de sang et de vomi. Le visage épais de Katik était couvert d'œdème et de lésions. Sa peau commençait à perdre de sa consistance. Ses paupières étaient mi-closes, battaient légèrement. Il avait l'air fragile, extrêmement vulnérable. Orcaille toucha sa tempe et prit sa mâchoire dans sa paume. Et Katik ouvrit les yeux et lui lança un regard affolé d'inquiétude. Un regard si péniblement intime. Orcaille dut presque en détourner les yeux, bien que manifestement il ne le puisse pas. Il vit les lèvres de Katik bouger, mais il n'entendit rien. Il amena son oreille si près qu'il touchait presque la bouche de Katik, et resta là, suspendu, jusqu'à ce que Katik chuchote de nouveau. « Morphine » Orcaille recula son visage et fit oui de la tête, observa les yeux de Katik se fermer. Il farfouilla dans le sac à dos et trouva une aiguille scellée, une seringue et les 3 ampoules restantes de morphine. Il remplit le corps de la seringue avec la première ampoule et l'injecta dans le ventre de Katik, à côté de la plaie, puis attendit. Il allait jeter la seringue quand il rencontra de nouveau les yeux de Katik. Bien que le regard de l'homme soit devenu vitreux, Orcaille y devinait un appel muet. Il remplit la seringue avec une 2e ampoule et l'injecta au même endroit. Il fixa des yeux la 3e ampoule, serrée dans une main, la seringue dans l'autre. Finalement, il se décida et rompit l'embout de verre, inséra l'aiguille et pompa la morphine dans le réservoir. Il hésita un moment devant la plaie, approcha l'aiguille jusqu'à toucher sa peau, puis la remonta vers le haut, pour l'injecter cette fois-ci dans l'artère, qui palpitait faiblement sur le cou de Katik. L'instant d'après, Katik était mort.